Vous le savez peut-être pas, mais votre corps est rempli de mystères qui intriguent les scientifiques, encore aujourd'hui. Nous portons tous des organes, des réflexes, des caractères biologiques dont la fonction est très mal comprise et pour lesquels on a au mieux une vague théorie et au pire, rien du tout. Juste un... on sait pas. Par exemple, le muscle long palmaire, qui est dans l'avant-bras, a une fonction biologique pas très claire. Environ 15% des gens ne l'ont tout simplement pas, et une étude de 2005 a montré que son absence n'avait aucun impact sur la capacité à serrer des objets. Vous pouvez vérifier si vous l'avez en faisant ça avec le pouce et l'annulaire, et en redressant la main. Moi, apparemment, je l'ai pas. On peut l'avoir d'un côté, mais pas de l'autre d'ailleurs. Non, non, toujours pas. Comme la présence ou l'absence du muscle ne change rien à vos vies, il n'a pas de fonction évidente, par définition. Certaines personnes l'ont et d'autres non, et j'expliquerai pourquoi plus tard, mais le fait qu'il soit autant variable est un indice que la sélection naturelle n'agit plus trop sur ce trait, voire plus du tout. Tout ça mis ensemble, ça ressemble très fortement à un caractère biologique qui a été hérité de nos lointains ancêtres arboricoles et qui serait resté au fil des générations en perdant peu à peu son utilité. Il sert à rien. C'est très probablement un organe vestigial qui aura peut-être complètement disparu d'ici quelques millions d'années. Enfin, dans mon cas, c'est déjà fait, mais soyez patients, ça arrive. En comparaison, les mains sont un caractère biologique dont la fonction est évidente. On sait qu'elles ont une fonction parce que, premièrement, on peut les lier à une amélioration de la survie ou de la reproduction. Nos ancêtres qui n'avaient pas de mimines devaient galérer à survivre et à se reproduire. Deuxièmement, on peut voir exactement comment elles aident à survivre, en nous aidant à manipuler notre environnement par exemple. Et troisièmement, on connaît à peu près l'origine évolutive de ce trait biologique, les pressions de sélection qui l'ont façonné, et ainsi de suite. Bref, c'est relativement facile de comprendre pourquoi c'est là et à quoi ça sert. On va revenir sur « mais est-ce que tout doit vraiment avoir une utilité ?» dans 2 secondes, mais juste avant, une petite parenthèse. Dès qu'on parle d'évolution, on se retrouve souvent à utiliser une façon de parler qui est assez finaliste, comme si les traits biologiques avaient été créés pour quelque chose. Mais ce sont évidemment des abus de langage. L'évolution des espèces est aveugle, les traits sont progressivement sélectionnés génération après génération, il n'y a pas de but prédéterminé, bref, vous savez déjà tout ça. Maintenant, est-ce que tout doit avoir une fonction? Essayez un truc. Mettez-vous les pouces dans les oreilles, avec vos coudes dans l'air comme ça, et serrez les poings. Si vous bouchez vos oreilles correctement, vous devriez entendre un son très grave, comme un grondement de tonnerre lointain qui ne s'arrête jamais. Ce son vient de vos muscles, et particulièrement de vos avant-bras qui s'activent dans cette position. Tous les muscles du corps produisent des vibrations dans les basses, entre 10 et 50 Hz. Le son est plutôt fort, il est autour de 60 décibels, mais il est tellement grave que nos oreilles ne le captent pas, sauf quand on fait un contact direct sur l'os du crâne. Le fait que tous les muscles vibrent et fassent du bruit pendant l'effort n'a aucune fonction biologique. C'est une conséquence totalement accidentelle de l'activité d'un organe. Pour dresser la liste des énigmes du corps, j'ai donc filtré en sélectionnant tous les caractères qui semblent vraiment avoir une fonction, mais qu'on comprend pas tout le temps. Certains ont eu une fonction et ils l'ont perdue ensuite, comme le muscle de l'avant-bras. D'autres servent très probablement à quelque chose, mais on sait pas du tout quoi. Il y a vraiment beaucoup de mystères dans notre corps, tellement que j'ai dû découper la vidéo en plusieurs parties, et je vous propose de commencer l'exploration de cet iceberg en partant des plus connus. Ces vidéos sont 100% financées par vous. Faites un don sur Tipeee ou visitez la boutique pour acheter un produit de qualité. Il y a des nouveaux designs sur la boutique et les liens sont en description. Merci. Le caractère biologique le plus célèbre pour son inutilité est très certainement l'appendice. Dès 1871, Charles Darwin avait théorisé que l'appendice n'était que la relique d'un sécum utilisé par nos ancêtres herbivores pour digérer la cellulose des plantes. Lorsque leurs descendants se sont mis à manger autre chose que des fruits et de la verdure, ce petit bout d'intestin aurait perdu sa fonction au cours de l'évolution et nous nous retrouvons aujourd'hui avec un petit truc inutile dans le ventre. Cette idée a été enseignée pendant très longtemps, et comme beaucoup, je croyais personnellement qu'elle était vraie. L'appendice provoque des pathologies graves de façon un peu aléatoire, ce qui colle pas vraiment avec l'idée d'un organe essentiel à notre survie. Plutôt l'inverse. Un exemple. En 1961, le médecin soviétique Leonid Rogozov est isolé sur la base antarctique Novola-Zereyevskaya. Il contracte une appendicite aiguë et un blizzard empêche les médecins des bases voisines de lui venir en aide. Avec l'aide de collègues qui lui passent des instruments, il opère alors son propre abdomen sous anesthésie locale en utilisant un miroir pour se guider. L'intervention dure 2 heures. Il coupe des trucs qui n'avaient rien à faire là, il suture en espérant que ça tienne, il fait des pauses pour reprendre son souffle, une main sur le côlon et l'autre sur le grêle, et il finit par se recoudre. L'opération est un succès, et cette histoire finit de convaincre tout le monde que l'appendice est un organe dangereux, qui mérite parfois d'être enlevé préventivement, surtout si on part en expédition sans assistance. Cependant, des travaux récents suggèrent qu'il pourrait en fait avoir une certaine utilité. Une étude en 2013 a montré que l'appendice était apparu plusieurs fois de façon indépendante dans l'évolution des mammifères.
On voit généralement de la convergence évolutive là où différents organismes répondent de la même façon aux mêmes contraintes. Et le fait que l'appendice soit apparu plusieurs fois est un indice très fort qu'il a un rôle adaptatif. Mais lequel ? Depuis quelques années, on se rend compte qu'il a une fonction immunitaire et qu'il sert de réservoir aux bactéries intestinales bénéfiques qui peuvent recoloniser rapidement l'intestin depuis ce refuge après des perturbations, comme une grosse gastro des familles. Alors, est-ce que c'est un vestige qui a retrouvé une utilité après coup, ou une adaptation mal fichue qui crée des péritonites de façon un peu aléatoire ? Eh ben, on sait pas trop, et le débat sur l'utilité de ce petit bout de côlon n'est clairement pas terminé. Avant la découverte du feu, de l'agriculture et de la nourriture industrielle transformée, nos ancêtres devaient mâcher leur nourriture avec conviction. Déjà pour s'assurer que la nourriture soit bien morte, et ensuite pour qu'elle soit facile à digérer, qui demandait à l'époque une sacrée paire de masséters. Les dents de sagesse, ou troisième molaire, seraient devenues inutiles au moment où l'humanité est passée de l'antilope crue au poké saumon avocat, en gros. Enfin, pas juste inutile, carrément douloureuse. Cette étude, parue en 2011, a montré que les chasseurs-cueilleurs ont des mâchoires plus longues que nous, et que c'est lié à leur régime alimentaire plus riche en fibres et en aliments difficiles à mastiquer. Quand nos mâchoires se sont raccourcies avec l'agriculture, il y avait d'un coup moins de place pour ces troisièmes molaires, ce qui est moyennement agréable quand elles poussent contre le reste pour sortir. Et aujourd'hui, il faut le dire, les dents de sagesse ont tous les signes d'un vestige de l'évolution. Lorsque la présence ou l'absence d'un trait ne fait aucune différence, et que la sélection naturelle n'a aucune prise dessus, on commence à observer des individus qui, par hasard, naissent sans. Ils vivent très bien, se reproduisent aussi, et toute une partie de la population finit par ne plus porter le trait, ou des versions mutées. Bref, de façon générale, moins la sélection est sévère, plus le trait est variable, et près de 20% des humains naissent sans dents de sagesse. Dans certains pays comme la Corée, c'est près de la moitié des gens qui n'en ont pas naturellement. Comme le muscle de l'avant-bras, c'est clairement un morceau de notre biologie qui est sur le départ. Bon, du coup, c'est vrai que c'est pas trop un mystère. La pomme d'Adam est la pointe du cartilage thyroïde qui entoure et qui protège le larynx. Les hommes et les femmes ont le cartilage, mais chez les hommes, il a une forme un peu pointue, ce qui fait qu'il ressort un peu plus. Parce que moi je l'ai là. Apparemment, les gens du XVIIe siècle pensaient que c'était un morceau du fruit défendu qui était resté coincé et qui se transmettait chez tous les descendants du pêcheur originel. Ce qui est une théorie intéressante. Le cartilage est plus proéminent chez les hommes parce que le larynx s'élargit à la puberté et il pousse ce morceau vers l'avant. Le petit bout de cartilage qui dépasse n'a aucune fonction particulière, il fait juste partie du bouclier qui protège le larynx et les cordes vocales, mais c'est vrai que ça soulève une question intéressante, pourquoi le larynx des hommes s'élargit-il autant à la puberté par rapport à celui des femmes? Et ça, c'est le mystère des voies graves des hommes, qui est un tout petit peu plus loin dans l'iceberg. Chaque humain a un motif unique sur les mains et les pieds qui est dessiné avec les crêtes et les sillons de l'épiderme, les dermatoglyphes. Et ils intriguent les chercheurs depuis des siècles. Francis Galton, le cousin de Darwin, a développé toute une méthode de criminologie pour les distinguer les uns des autres, mais personne n'est encore arrivé à une conclusion définitive sur leur utilité biologique. Ces empreintes digitales arrivent très tôt dans le développement du fœtus, entre la 13e et la 15e semaine, et elles sont en partie héritées génétiquement des parents. Des travaux très récents se sont attachés à comprendre par quel mécanisme ces motifs se forment, et leur conclusion, c'est que c'est très complexe. Des systèmes de réaction-diffusion de Turing, une série de signaux moléculaires très spécifiquement coordonnés lors de la croissance, bref, la présence de ces dermatoglyphes sur nos mains ne semble pas être un heureux accident évolutif. Un mécanisme aussi complexe a probablement été sélectionné au cours de générations et de générations parce que ça remplissait une fonction précise. Mais alors laquelle ? Deux grandes théories s'opposent. La première suggère que ces crêtes de peau améliorent la friction de nos doigts sur les objets quand on les attrape. Pour tester ça, une étude de 2009 a créé un petit dispositif pour mesurer la friction d'un doigt et a conclu que la peau était un matériau trop mou pour que les empreintes digitales aient le moindre impact sur la friction. Bon, raté alors. Ça a semblé foutu pour cette hypothèse, mais 11 ans plus tard, une autre équipe a sorti les grands moyens. Avec de l'imagerie spectroscopique à ondes THz à polarisation réglable basée sur un laser femtoseconde et de la tomographie par cohérence optique infrarouge, ils ont prouvé que les crêtes et crevasses régulent l'humidité de la peau en coupant la transpiration et en favorisant son évacuation si nécessaire, ce qui assurerait une friction optimale. Un point pour la théorie de la friction. On peut difficilement argumenter contre l'imagerie spectroscopique à ondes THz à polarisation réglable basée sur un laser femtoseconde, je pense. Enfin, moi en tout cas, je le ferai pas. Une autre hypothèse suggère qu'ils servent à amplifier la sensation du toucher. Quand nos doigts effleurent une surface, notre cerveau interprète la vibration qui en résulte pour deviner sa rugosité. Et en 2009, une équipe a prouvé que le motif des empreintes digitales amplifiait la vibration et la rendait plus facile à interpréter pour le cerveau. Les empreintes digitales agiraient donc comme des sortes d'antennes tactiles au bout des doigts. Il y a de très nombreux caractères biologiques qui n'ont pas qu'une seule fonction à la fois, et parfois, un trait évolue sous une pression de sélection donnée, mais acquiert d'autres fonctions plus tard.
On appelle ça de l'exaptation, et c'est peut-être ce qui est arrivé avec les empreintes digitales. Bref, on n'est pas formellement certain de la fonction de ces empreintes digitales, mais ce sont des arguments en faveur, on va dire. Tant qu'on est dans le sujet, la raison derrière les doigts fripés dans l'eau est également une question scientifique ouverte. La création de ces rides n'est pas accidentelle. Elle est déclenchée par le système nerveux autonome, et ça fait plus d'un siècle que des chirurgiens ont remarqué que quand certains nerfs du bras sont sectionnés, ce réflexe disparaît. Les chercheurs ont observé que ces rides des doigts, qui sont également présentes chez les primates, ressemblent pas mal aux motifs de drainage qu'on retrouve dans les rivières de vallée. Il y a des canaux qui émergent à partir du point le plus haut et qui se divisent successivement vers l'aval. Bon, c'est une analogie qui est rigolote, mais ça va pas vraiment plus loin. Les motifs de la peau fripée après le bain peuvent être comparés avec 2 ou 3 millions d'autres trucs, et des scientifiques se sont motivés à faire une vraie expérience pour en avoir le cœur net. Des participants qui avaient laissé leurs doigts trempés pendant plusieurs minutes ont manipulé des billes mouillées et sèches avec leur peau toute fripée, pendant que des expérimentateurs chronométraient leur performance. En comparant les résultats entre billes sèches et billes mouillées, les chercheurs ont montré qu'ils tenaient un peu mieux les mouillées quand leurs doigts étaient ridés. Un peu. Ils prenaient 12% de temps en moins. C'est pas non plus un avantage énorme. Une autre étude, très récente, celle-là, a montré que les rides diminuent aussi la force nécessaire pour tenir un objet qui est mouillé, donc c'est peut-être effectivement ça qui est à l'origine de ce trait biologique qui est si étonnant. Mais bon, un bémol, parce que c'est assez difficile d'imaginer un scénario dans lequel un primate de savane se retrouve à subir une pression de sélection telle pour tenir des objets humides qu'il fait plus d'enfants que les autres parce qu'il a la peau des doigts fripée. À ce jour, c'est la seule théorie qu'on a sous la main pour expliquer ce réflexe, donc il faudra se contenter de ça, en tout cas tant qu'il n'y a pas d'hypothèse concurrente. Le pli épicantique est un repli de peau qui recouvre parfois le coin intérieur de l'œil et qui donne cet aspect yeux-bridé. Il est typiquement présent chez les populations est-asiatiques, comme en Corée, en Chine et au Japon, mais on le retrouve aussi chez certains peuples d'Afrique australe, comme les Khoisan. L'anatomie de ce renflement est plutôt bien étudiée, et tout particulièrement par les chirurgiens plastiques. En Corée du Sud, c'est à peu près un tiers des femmes de moins de 40 ans qui auraient subi une opération de chirurgie esthétique, et l'épicantoplastie est une procédure très fréquente, qui exige une connaissance très pointue de l'anatomie de l'œil. Cet article, écrit par un chirurgien sud-coréen, compile à peu près tout ce qu'on sait sur le sujet. Selon l'auteur, le pli épicantique est le résultat d'une action de tirage par le muscle orbiculaire de l'œil, et particulièrement des fibres préceptales qui sont plus épaisses et hypertrophiées dans les populations est-asiatiques. Quand les chirurgiens forcent le muscle à se relâcher avec une injection de botox, ils observent que le pli se réduit fortement. Alors pourquoi est-ce que ce muscle est hypertrophié en Asie de l'Est? Eh ben, ils en savent pas plus que vous, hélas. Comme ils le disent, les facteurs climatiques, tels que la forte lumière ultraviolette, le froid sibérien et la poussière jaune de l'Asie du Nord-Est, peuvent être des causes potentielles de froncement excessif des sourcils. Ce froncement répété peut induire une hypertrophie du muscle orbiculaire. Une contraction musculaire excessive serait une action pour protéger les yeux des rigueurs de l'environnement. Bon, dit comme ça fait un peu Lamarck, genre la girafe qui s'est forcée à devenir plus grande pour manger les feuilles de l'acacia, mais on peut quand même imaginer un scénario où les premiers humains qui seraient arrivés dans les steppes glacées d'Asie auraient eu besoin de se protéger les yeux. Leurs enfants, qui naissaient par chance avec un muscle orbiculaire plus épais, auraient eu un léger avantage évolutif, et ils auraient eu eux-mêmes plus d'enfants avec le pli épicantique, et ainsi de suite. Pourquoi pas? C'est une jolie histoire, mais c'est vrai que ça reste totalement une supposition. D'autres chercheurs ont également émis l'idée que c'était peut-être une histoire de sélection sexuelle, mais ça, vraiment, c'est une autre façon de dire « on n'en sait rien, si ça se trouve, c'est même pas adaptatif, laissez-moi tranquille ». Bref, le pli épicantique reste un mystère évolutif total aujourd'hui. Ce mystère du corps humain est clairement l'un des plus populaires. Pourquoi nous avons perdu nos poils partout, sauf à quelques endroits précis, comme les dessous de bras, au niveau du pubis, et en ce qui me concerne, les orteils. Nos ancêtres étaient poilus, il suffit de voir nos lointains cousins les chimpanzés ou les gibbons pour s'en convaincre, et selon toute vraisemblance, nous aurions perdu les poils il y a environ 1,5 million d'années, à l'époque où nos ancêtres ressemblaient à Homo erectus. Enfin, techniquement on n'a pas vraiment perdu les poils. On a toujours 5 millions de follicules pileux sur la peau, mais la plupart ne produisent que du duvet fin et court. Il y a donc deux choses à expliquer. Pourquoi est-ce qu'il y a eu ce processus de dépilation généralisée, et pourquoi certaines zones sont restées poilues? Pour la première question, rien n'est sûr, mais il y a un nombre hallucinant de théories, et la plupart sont très mauvaises. Ce psychologue/philosophe a par exemple inventé la théorie de l'amour nu. Pour lui, le passage à la bipédie a fait perdre leurs pieds préhensibles aux nourrissons qui ne pouvaient plus s'accrocher à la fourrure maternelle avec leurs orteils. C'était donc aux mères de porter les bébés, et celles-ci, apparemment, préféraient porter les bébés sans poils parce que le contact peau à peau était plus agréable. Comme les mères sélectionnaient les bébés imberbes, elles auraient amené notre espèce à perdre ses poils. Ah oui, et ça expliquerait l'amour romantique aussi, apparemment. Cette psychologue propose aussi que dans le passé, l'infanticide était commun et les mères choisissaient de ne garder que les enfants les plus attirants, c'est-à-dire sans poils. Les autres, ça dégage.
Une autre théorie, celle du singe aquatique, propose que nos ancêtres passaient tellement de temps dans les régions marécageuses qu'ils auraient perdu leurs poils pour mieux se mouvoir dans l'eau, un peu comme les mammifères marins. Disons-le tout de suite, aucune de ces théories n'a la moindre crédibilité scientifique. C'est éclaté, infalsifiable, intestable, et quand on les confronte avec les données existantes, ça s'effondre tout seul. Bref, ce sont des histoires sur mesure, comme on en trouve beaucoup en biologie évolutive. Une autre hypothèse un peu plus sérieuse propose que être un berbe permet de réduire les parasites comme les poux, et donc diminue le risque de maladie. Ça se tient plutôt bien, cependant ça n'explique pas vraiment pourquoi ça a eu lieu dans notre lignée et pas chez tous les autres primates qui sont restés poilus. Si c'est si positif, pourquoi est-ce que les autres grands singes ont-ils encore leur pelage ? Ouais, ça se tient peut-être pas si bien que ça en fait. D'autres chercheurs ont proposé que la perte des poils sur le visage pourrait être aussi liée à nos émotions. Quand on est excité, en colère ou prêt à créer des versions miniatures de nous-mêmes, le sang monte au visage et nos congénères peuvent le voir. Partager ses émotions internes est très utile pour plein de raisons quand on vit en société, et deux choses rendent ça possible. Le fait qu'on n'ait pas une moquette de poils qui cache ses rugissements, et le fait qu'on ait assez de cônes différents sur la rétine pour réussir à percevoir les subtiles nuances de rose et rouge qui apparaissent pendant les coups de chaud. Ici. Une étude de 2006 a montré que les primates qui avaient 3 cônes, et qui étaient donc capables de percevoir l'embrasement des pommettes de leurs congénères, étaient très souvent imberbes du visage également. Une corrélation très intéressante, mais corrélation n'est pas causalité, donc on peut pas être sûr que le signal de nos émotions soit la pression de sélection à l'origine de la perte des poils sur le visage. Et en plus, ça n'explique que la perte des poils sur le visage, et pas tout le reste du corps. Une autre hypothèse est plus générale. Elle suggère que la perte des poils a un lien avec la régulation de la température corporelle. Quand nos ancêtres se sont mis à marcher sur deux pattes dans des milieux ouverts, ils ont également commencé à pratiquer une forme de chasse très spéciale, la chasse à l'épuisement. Celle-ci consiste à courir derrière un animal jusqu'à ce qu'il s'effondre d'épuisement, tout simplement. La lignée Homo est incroyablement bien adaptée à la course d'endurance, que ce soit la longueur des os des jambes ou la densité exceptionnelle de glandes sudoripares, qui nous permettent de transpirer comme aucun autre mammifère. Selon certains modèles, ces courses de fond sous le soleil africain étaient possibles à une seule condition, que les individus puissent transpirer abondamment, et qu'il n'y ait pas de fourrure isolante qui garderait la chaleur. Donc, ce serait ça, la raison de la perte des poils. Pouvoir transpirer et se rafraîchir quand on trottait pendant des heures en attendant que l'antilope devant veuille bien avoir un arrêt cardiaque. Si cette explication est assez convaincante pour faire à peu près consensus, la partie vraiment mystérieuse de l'histoire concerne les poils restants. Pourquoi est-ce qu'on a des poils pubiens, des poils sous les aisselles, sur le menton, sur le torse et sur mes pieds spécifiquement? Faisons ça dans l'ordre. Pour les poils pubiens et d'aisselles, il se dit souvent que c'est pour limiter les frottements, mais j'ai pas vu un seul article scientifique qui soutenait l'idée, même très vaguement. Pas de publi, pas de preuves, ça dégage. Une autre idée qu'on peut très souvent lire, c'est que les poils servent à diffuser les odeurs corporelles pour les partenaires. L'idée sous-jacente, c'est que les poils amélioreraient la diffusion des phéromones, qui seraient censés attirer les individus et donc améliorer notre valeur sélective. On ferait plus de bébés parce qu'on a des poils sous les dessous de bras et dans les... là-bas quoi. La communauté scientifique est très sceptique sur toute cette idée de phéromones appliquées aux humains, et je pense que avant d'avoir plus d'informations là-dessus, c'est mieux de s'en tenir à un... Pour les bras, les jambes et le torse, j'ai trouvé aucune explication, ni même de scénario intéressant. Et ça, faut dire que c'est bizarre parce que les biologistes de l'évolution adorent proposer des scénarios. Enfin, si, bien sûr, il y a toujours l'idée que ça a évolué pour de la sélection sexuelle, mais c'est un peu le Joker qu'on sort à toutes les sauces. On sait pas trop, peut-être que les gens ils aimaient ça à l'époque. La barbe est plutôt intéressante. Ça vous aura peut-être pas échappé, mais le gros de la violence physique dans l'humanité a été et est toujours largement perpétré par des individus mâles à destination d'autres individus mâles. On se la met joyeusement sur la gueule depuis la nuit des temps, et encore, c'est quand on est de bonne humeur. À l'occasion de ces politesses, on vise généralement le visage, et les blessures à la trogne sont 70 à 90% plus fréquentes chez les hommes que chez les femmes. Considérant ces données et sachant que cet état de fait ne date pas d'hier, des biologistes ont proposé que la barbe uniquement présente chez les hommes pourrait être en fait une forme d'armure de poils, une sorte de matelas protecteur pour atténuer les coups. Cette étude incroyable, parue en 2020 dans un journal dont le nom est dangereux pour les dyslexiques, s'est proposé de tester cette hypothèse en créant une maquette à base d'époxy sur laquelle ils ont collé une peau de mouton, poil inclus. Ils ont ensuite frappé rigoureusement cette mâchoire factice poilue avec un poids en mesurant la dispersion de l'énergie, et ils ont comparé avec une autre maquette sans poils.
Comme ils le disent eux-mêmes, les échantillons avec des poils ont subi des forces d'impact maximales plus faibles. Ainsi, les résultats de cette étude indiquent que les poils sont effectivement capables de réduire significativement la force d'un impact contondant et d'absorber l'énergie, réduisant ainsi le risque de fracture. Les chercheurs ont remporté un Ig Nobel en 2021 pour ces travaux, qui sont certes très intéressants, mais qui fournissent pas non plus une preuve définitive que les poils sur le visage ont été sélectionnés parce qu'ils remplissent cette fonction-là. En plus, selon leur propre étude, l'effet est censé correspondre à une barbe de 15 cm, ce qui est plutôt rare, je pense. Et enfin, de nombreuses populations sont imberbes, mais se mettent autant de bourre-pif que les autres, ce qui contredit l'idée que c'est une protection efficace et essentielle pour les festivités entre mâles. Bref, c'est un peu bidon, et pour une fois, je crois que je préfère l'hypothèse de la sélection sexuelle. Les cheveux ont un côté assez absurde quand on y pense. Imaginez un peu. Il y a ce primate, il est totalement imberbe, il se tient sur ses deux jambes, il a des poils nulle part, sauf une touffe qui pousse au sommet du crâne, à l'infini, sans s'arrêter, toute sa vie. C'est trop bizarre. Sans parler du fait que des fois, c'est pas très réussi. Je sais de quoi je parle. Pour y voir plus clair, des chercheurs se sont intéressés à nos lointains cousins, les lémuriens. Chez ces primates, les espèces qui vivent dans des environnements chauds et secs ont une densité de poils plus importante sur le sommet du crâne, là où le soleil frappe le plus fort. Ça ressemble vraiment à une protection anti-UV, et pour confirmer cette intuition, une étude parue l'année dernière a montré expérimentalement qu'avoir une touffe de poils bien dense sur la tête permettait de protéger le primate des ultraviolets et de la chaleur. Et c'est tout particulièrement vrai pour les cheveux frisés compacts, comme ceux qu'on trouve dans les populations africaines, là où le soleil tape très fort. Les cheveux auraient donc été sélectionnés comme une protection contre le soleil après l'adoption de la posture debout dans notre histoire évolutive. Voilà un mystère qui est au moins à moitié éclairci. Pour mes orteils, par contre, je pense qu'on ne saura jamais, mais c'est peut-être mieux comme ça. Maintenant, j'ai vraiment très hâte de rentrer dans les profondeurs de cet iceberg des mystères du corps humain. Le prochain épisode sur le sujet arrive dans quelques semaines, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas le rater. Ces vidéos compilent l'état de la recherche scientifique sur énormément de sujets différents, et si vous voulez soutenir leur production, vous pouvez faire un don sur Tipeee, ou visiter la boutique officielle. J'ai rajouté des nouveaux designs qui sont en rapport avec ces épisodes, j'espère que vous les apprécierez. Voilà, c'est tout pour moi, on se retrouve très bientôt. À la prochaine.